Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et ce lundi, évidemment, on débriefe du gros et du choc puisqu'on commencera par évoquer le Classico et ce titre barcelonais acquis face au Real Madrid. Pauvre Real Madrid, on posera d'ailleurs la question à Anna Caro. Après cette semaine horrible vécue par le Real, faut-il faire la révolution de l'effectif cet été ? On ira ensuite en Angleterre retrouver Philippe Auclair pour parler d'Arsenal qui pousse un grand ouf de soulagement après sa victoire face à West Ham notamment grâce à l'intervention du VAR. Arsenal va-t-il être champion? Et on parlera surtout d'Arteta et de ses choix. C'est très intéressant, comme souvent, avec Philippe. On ira ensuite en Ligue 1 retrouver Elton Mokolo et parler du Paris Saint-Germain. On parlera évidemment du multiplex, mais un petit peu plus du Paris Saint-Germain dans sa préparation pour cette finale de Ligue des Champions le 30 mai. Paris doit-il désormais mettre tout le monde au frigo? On lui posera la question. Et on terminera avec l'Italie, l'AC Milan en pleine crise au pire moment, les rossoneri qui pourraient voir la Ligue des Champions s'échapper et les supporters qui ont quitté le stade avant la fin de match hier. Ça prouve que l'ambiance est légèrement délétère. Tour d'Europe est à retrouver tous les lundis sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et sur la chaîne Eurosport France, pardon. Petit point promo, puisqu'il va y avoir désormais beaucoup d'événements dans les jours qui viennent sur cette chaîne. On sera en live avec le FC Stream Team jeudi pour la liste évidemment de Didier Deschamps. Rendez-vous entre 19h et 19h15 avec Maxime Dupuis et Martin Mosnier. Le FC Stream Team sera également en live le 30 mai pour cette grande finale entre le PSG et Arsenal. On sera en débrief au coup de sifflet final. Et puis, la Coupe du Monde arrive très vite. Le 10 juin, la Coupe du Monde des maillots. Quentin Guichard, Rémi de Souza pour tout simplement voter pour le plus beau maillot de cette Coupe du Monde. Et puis, à partir du 11 juin, le FC Stream Team en quotidien à 20h. Donc, abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous à nos comptes sur les différents réseaux sociaux parce que vous retrouverez des extraits. Et puis, encore une fois, rendez-vous sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de toutes ces émissions. Vous connaissez le menu de Tour d'Europe et de cet été. Alors, Tour d'Europe, c'est parti. Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec le soleil espagnol, Anna Caro qui vient nous débriefer ce Classico et ce titre du FC Barcelone en direct des Ramblas, ou presque. Salut Anna, comment ça va? Franchement, ça va, ça a été la fête là, toute cette nuit, hein, finalement. On a Ouais, vu les images un peu passer et une fête, qui a été embellie finalement par, le final parce que c'est vrai que, le fait que le Barça soit champion d'Espagne, c'est pas vraiment une surprise. Le ouais. fait qu'il le soit en battant le Real Madrid, ça a vraiment rendu les choses, on va dire, beaucoup plus grandes qu'attendues sur cette fin de saison. C'était un peu une déception, on va dire, de voir le Barça jouer que cette Liga. Ouais. Mais le fait de battre le Real Madrid, d'être champion contre le Real Madrid et plus ou moins de cette façon-là aussi, parce qu'il y a pas vraiment eu de match, on va en parler, mais Ouais. c'est vrai que ça a vraiment rendu les choses, encore plus spéciales et on l'a vu finalement les supporters sont énormément réunis pour célébrer ce titre. C'était vraiment la fête, quasiment toute la nuit, à Barcelone et heu et voilà, on a un groupe, très content d'avoir gagné cette Liga, malgré, une petite amertume de certains supporters. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le symbole très joli autour de Hansi Flick qui avait perdu son papa le jour même et qui a été porté en triomphe par cette équipe. Et l'autre chose plus à propre sur le terrain, au bout de quelques minutes de jeu, quand il y a 2-0 pour le Barça, on se dit ça va être une boucherie, ils peuvent leur en mettre 5, et là ça aurait complété la semaine noire du Real. Est-ce qu'il n'y a pas un mini regret, et je sais qu'il n'y en aura pas, mais quand même on avait l'impression qu'il y avait une telle supériorité que le Barça aurait pu infliger, en plus de ce sacré champion, aurait pu infliger une vraie dérouillée à ce Real Madrid-là. Ouais, non, c'est sûr, quand on voit la tournure du match, on pouvait vraiment s'attendre à avoir beaucoup mieux, mais finalement, l'essentiel vraiment quand on regarde pour l'équipe, c'était vraiment d'être enfin sacré champion parce que ça aurait pu être déjà le cas, la semaine passée. Donc il y avait vraiment un peu ce truc de soulagement, de dire: «Ça y est, on l'a fait», et puis surtout, c'était le dernier objectif de la saison, donc là, l'objectif est coché. Le Barça n'a effectivement pas forcé son talent sur la deuxième période. C'est vrai qu'on s'est Ouais. un peu ennuyé, on va dire, en deuxième période. Mais il y avait un sentiment, et tu l'as dit, tu as parlé de Hansi Flick, énorme vraiment de devoir cette victoire-là, à Hansi Flick, de la dédier à son père qui est décédé le matin même. Hansi Flick,
a été ému quasiment aux larmes, hein, au moment d'en parler, que ce Mmh. soit, à Movistar après, d'en parler en conférence de presse. Donc vraiment, il y avait, c'était un peu même plus grand que juste ce classico. Finalement, ça a rendu encore un autre aspect, qui était pas du tout attendu, mais c'est vrai qu'il y a eu, ce sentiment de cohésion assez énorme pour une fin de saison et qui en plus, ce sentiment de cohésion tranche tellement avec, ce qu'on a pu suivre, cette semaine du côté du Real Madrid, que c'est vrai que voilà, ça a rendu les choses, on va pas dire encore plus belles parce que c'est quand même hyper triste, mais c'est vrai Ouais. que ça a ajouté une petite touche d'âme, on va dire, à ce groupe-là. Alors dans le métier, Anna, ce que tu viens de faire, ça s'appelle une passe décisive, puisque je vais y venir. Je voudrais évidemment qu'on reparle du Real Madrid, parce que la semaine a été tellement surréaliste que on peut refaire tous les petits épisodes. Donc il y a la victoire le week-end dernier grâce à un doublé de Vinicius face à l'Espagnol, si je dis pas de bêtises. Doublé très commenté sur Instagram par Bellingham, enfin voilà, tous ceux qui sont soupçonnés être anti-Bappé, si je résume les choses un peu grossièrement. Il y a la polémique du voyage de Bappé en Sardaigne avec un communiqué de l'entourage à l'AFP. Et puis il y a le main event, j'ai envie de dire, c'est 2 accrochages successifs mercredi, d'abord verbalement, puis jeudi physiquement, entre Tchouaméni et Valverde. L'amende de 500 000 euros décernée vendredi. Valverde absent jusqu'à la fin de saison, si je dis pas de bêtises, à cause de cette commotion cérébrale. Euh, et puis ce match-là où il n'y a rien eu en fait du côté du Real Madrid, si on est tout à fait honnête. Les occasions qu'ils ont, c'est un petit peu par réussite. Voilà, l'occasion de Gonzalo Garcia, il se l'amène bien, mais bon, c'était pas. Déjà, avoir Gonzalo Garcia titulaire dans un Classico, je pense que on va être d'accord pour dire que c'est pas exactement le niveau attendu du Real Madrid. J'aimerais avoir ton avis sur ce qu'a dit Arbeloa en conférence de presse, en disant nous devons faire passer le collectif avant l'individuel, avoir une vision très claire. Pour moi, c'est le point de départ. Il a parlé plus ou moins de la qualité de cet effectif, mais est-ce que il faut s'attendre cet été à une révolution au Real Madrid? Et quand je dis révolution, ça passe, et on en viendra après au cas personnel de Vinicius, de Valverde, de d'autres membres importants, mais ne serait-ce que de philosophie. Est-ce que on va changer les choses radicalement? Bah, quand on regarde l'effectif, quand on regarde les performances de la saison, on a envie de dire que oui, il faudrait qu'il y ait cette révolution-là. Le problème, c'est quand on regarde, la politique de Florentino Pérez ces dernières années, globalement au niveau sportif, il y a assez peu de révolution, à ce niveau-là et c'est des joueurs les joueurs qui ont été plus ou moins problématiques cette saison, c'est des joueurs qui, pour beaucoup, valent très cher et c'est des joueurs Mm. sur lesquels, le Real Madrid a misé énormément et qui savent aujourd'hui qu'en plus, s'ils les revendent, ils les revendront pas au prix qu'ils les ont payés. Donc, il y a une envie de révolution, surtout des parties externes au club, des supporters notamment, qu'on a un peu ras-le-bol parce que vraiment cette saison, voilà, c'est vraiment une saison blanche. La saison Ouais. passée, Mbappé avait plus ou moins joué sur les mots en disant que bon, ça va, il y avait la Super Coupe d'Europe, mais c'est vrai que là, c'est vraiment une saison blanche et c'est on va dire presque la saison de trop par rapport à tout ce qui s'est passé ces dernières saisons parce que ces dernières saisons, il y avait quasiment pas de jeu, mis en place Mm. et là, ça va au-delà de ça, c'est qu'effectivement, il y a des individus qui se placent au-dessus du club et Arbeloa, quand il le dit en conférence de presse, c'est vraiment pas un hasard. Enfin, il sort d'une semaine qui, lui, d'un point de vue de coach, est cataclysmique, Ouais. mais c'est vraiment ça montre vraiment l'état d'esprit qu'il y a actuellement dans ce vestiaire et ça, finalement, c'est quelque chose qu'on a compris quasiment dès le début de saison parce que quand on a appris plus ou moins que ce sont certains joueurs qui ont demandé à avoir la tête de Xabi Alonso, qui sont allés se plaindre à Florentino Pérez et qui ont fini par obtenir gain de cause, c'est des choses qui sont assez lunaires finalement dans un club comme le Real Madrid, qui est censé être une institution qui se respecte, etc., etc. Mais c'est aussi parce que le Real Madrid est une institution et qu'il y a ce côté un peu de domination et de fait de assez peu vouloir se remettre en question finalement, Ouais. qui fait que c'est assez peu probable qu'il y ait vraiment une révolution de grande échelle, cet été et d'ailleurs même Arbeloa, bon alors lui on sait très bien qu'il sera plus là cet été, mais Ouais. Bien sûr. Arbeloa a dit: «Bah, en fait, il y a pas forcément besoin d'une grande révolution. On a des bons joueurs, on a des bonnes individualités et cetera». Le problème, c'est que vraiment, ce qui a pu se voir sur la pelouse au Classico, c'est que c'est pas vraiment une équipe en fait, ça a été le cas toute la saison et même le changement de coach et cetera n'a rien changé à tout ça. Le Real Madrid, a fini la saison quasiment comme il l'avait commencé avec, bah, finalement une somme d'individualisés qui, en plus, on l'a appris sur la saison, ne peut pas se blairer dans le vestiaire
Et voilà, ça donne ce Mais ça, spectacle-là, à c'est un combien de temps ça peut? Parce triste que, spectacle. excuse-moi Anna, je te coupe, mais euh, il y a, ça va durer, quel que soit l'entraîneur qui arrivera. Il y a très peu de chances que Valverde et Tchouaméni repartent en vacances ensemble. Il y a très peu de chances que Vinicius et Mbappé redeviennent meilleurs amis. Enfin, j'ai l'impression qu'on a atteint un point de retour, mais peut-être que je me trompe. Mais est-ce qu'il y a vraiment cette possibilité de repartir sur les bases actuelles de ce Real Madrid, avec ces joueurs-là, mais avec un entraîneur qui vient avec beaucoup d'autorité, suivez mon regard, ou à l'inverse, c'est perdu pour perdu, et là, il faut quand même acter l'échec de ce modèle-là. En fait, finalement, ce qui se passe au sein du vestiaire, c'est des choses qui rejettent de ce qui se passe au sein de la direction, parce que la direction Ouais, elle-même n'est pas unie. Donc évidemment, quand il y en ok. a certains qui vont prendre la défense des intérêts d'un certain groupe dans le club, de certains joueurs, etc., bah évidemment, derrière, ça se ressent. Il y a des joueurs qui ont plus de poids que d'autres dans le vestiaire, certains qui prônent une vision du Real Madrid, enfin une vision même travail de footballeur qui est loin d'être ce que devrait être un joueur du Real Madrid. Et en fait, tant qu'il n'y aura pas une direction assez forte déjà pour soutenir coûte que coûte son entraîneur, peu importe Ouais. ce qu'en disent les joueurs, et tant qu'il n'y aura pas une direction unie pour savoir dans quel sens face au Real Madrid, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'Arbeloa va pas continuer, mais on sait toujours pas qui va prendre la suite du Real Madrid, enfin la tête du Real Madrid. Ouais. Alors il y a des noms qui sont évoqués, il y a Mourinho, évidemment, on en a parlé, il y a Klopp qui est le grand rêve de Florentino Pérez. Mais aujourd'hui, la saison du Real Madrid est un échec complet. Il n'y a pas de direction sur comment ce club va se relever. Et finalement, c'est plus ça le plus inquiétant. Le vestiaire, il peut sans doute se ressouder. Alors, il y a certains joueurs qui vont clairement partir. Par exemple, Vinicius, vraiment, au sein du club, on aimerait beaucoup qu'il parte. Parce que justement, il y a ce problème avec Mbappé. Le problème, là, c'est que la fin de saison de Mbappé ne joue clairement pas en la faveur Ouais. du Français et que Ouais. ce qu'a dit Arbeloa, par exemple, hier, à savoir qu'il n'est pas sûr que Mbappé rejoue d'ici la fin de saison, alors que finalement, il n'y a pas eu de communiqué sur la blessure de Mbappé, il n'y a pas Ouais. de transparence sur ce qu'a Mbappé. Il y a un peu aussi cette impression que Mbappé, lui aussi, est au-dessus du club. Mais ça a été le cas aussi pour Vinicius dans la saison, ça a été le cas pour Valverde à d'autres reprises. Donc en fait, c'est vraiment enfin, il y a beaucoup trop de problèmes internes, mais qui sont. Enfin, le vestiaire n'est que la partie visible de tout ce qui Ouais. se passe mal au sein du club actuellement. Et c'est aussi dû beaucoup au lâcher prise de Florentino Pérez parce que il commence à vieillir, on va être assez honnête. Et il faut qu'il délègue au fur et à mesure. Le problème, c'est que les personnes auxquelles il délègue certaines tâches, elles vont avoir une envie un peu de pouvoir et donc évidemment de prendre l'ascendant l'une sur l'autre et ça va se jouer avec cette espèce de guerre des clans qui se retrouve derrière dans le vestiaire. C'est vraiment pas du tout ce qu'il faut pour un Real Ouais. Madrid sain. Et c'est vraiment, je pense, le cœur du problème finalement, pour derrière enchaîner avec, pourquoi pas, oui, effectivement, des gros changements au sein de l'effectif, ce qui est très peu probable quand même, quand on voit la politique du Real Madrid, mais Ouais. surtout, relancer, une dynamique sportive saine avec un projet, que tout le monde porte au sein du club. Ça va vraiment être le plus important pour le Real Madrid, cet été. J'aimerais bien juste qu'on s'attarde sur le cas de Vinicius parce que bon, il y a des joueurs qui vont partir, ne serait-ce que mécaniquement par leur fin de contrat. Je crois que Alaba, Rudiger et Carvajal sont tous en fin de contrat. On sait que Camavinga est plus forcément dans les petits papiers depuis ses boulettes en Ligue des Champions. Et reste Vinicius qui est toujours en renégociation de contrat quand même avec le Real Madrid. Ça n'avance pas beaucoup, on a l'impression, parce que Vinicius réclame des choses que le Real ne semble pas disposé à lui offrir. Et puis bah, moi, personnellement, ça m'a fait bizarre de le voir avec le brassard de capitaine hier, parce que j'ai l'impression que c'est pas un bon leader pour ce Real Madrid-là. Quand tu dis il y a des gens en interne qui souhaitent le voir partir, c'est une vraie tendance ou c'est juste la conséquence de, bon, bah, Mbappé est plus fort que lui, en caricaturant beaucoup, donc faut choisir entre les deux, ou on est aussi fatigué par ses excès et son attitude et la façon dont l'affaire Xavi Alonso a été gérée. Il y a un peu tout ça parce qu'évidemment Vinicius, fait partie des leaders, qui ont voulu la tête de Xabi Alonso. Donc Mhm. évidemment, on le rend un peu coupable parce que finalement, au sein du vestiaire, il y en a aussi qui disent: «En fait, on n'a pas laissé assez de temps à Xabi Alonso, on l'a un peu, Ouais. crucifié directement» et c'est en partie à cause de joueurs comme Vinicius qui voilà, faisait pas les efforts et cetera.
Et du côté ce duel un peu avec Mbappé, le problème c'est que le Real Madrid, aujourd'hui, ne peut pas, d'un point de vue image, faire partir Mbappé. C'est impossible, ce serait un échec qui Ouais, serait beaucoup trop grand pour Florentino Pérez et pour toute la direction et cetera. Alors même que certains avaient déjà prévenu que, bah, finalement Mbappé, Vinicius, c'était pas une combinaison, hyper évidente, parce qu'on ouais, ouais, savait c'est qu'ils sûr. allaient plus ou moins, jouer dans les mêmes, sur les mêmes positions et cetera. Finalement, ça se passe un peu comme ce que certains avaient Prévu. prévu, mais c'est vrai que c'est impossible que Mbappé parte. Donc en fait, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui de faire partir Vinicius, d'autant que, bah, il a pas vraiment une saison qui joue pour lui. C'est pour Ouais, ça c'est aussi sûr. que les négociations traînent autant. C'est que, bah, en fait, depuis, qu'il a «raté le ballon d'or» entre guillemets, depuis qu'il a dit qu'il en ferait 20 fois plus pour gagner le ballon d'or, bah, on n'a pas vraiment vu ce Vinicius qui en fait 20 fois plus. Et sur le côté brassard, oui, c'était assez embarrassant, on va dire, de le voir avec ce brassard. En fait, c'est hyper symptomatique, de le voir lui avec le brassard. Déjà parce qu'on sait que, bah, lui, c'est un peu le clan, anti-Mbappé, donc on va Ouais. dire que c'est comme si le clan, Valverde, et cetera avait gagné, hein, de le voir avec ce brassard-là au Classico. Et c'est hyper embêtant aussi parce que ça veut dire qu'en dehors de Vinicius, Arbeloa et d'autres du vestiaire estiment qu'il y a pas forcément mieux comme leader. Et c'est ça qui est assez gênant et c'est Ouais. ça qui a été vu quasiment toute la saison, c'est qu'en fait, les cadres, comme il pouvait y avoir avant avec les Modric, Kroos et cetera, on en parle tellement souvent du fait qu'ils n'ont Ouais. pas été remplacés, bah, là, on le ressent encore plus en fin de saison où, bah, quand, c'est Valverde le capitaine et qu'il se tape avec un coéquipier dans le vestiaire, bah, il y a plus personne pour prendre la suite. Et il y a des cadres aussi, eux-mêmes, qui ont plus ou moins lâché en interne parce que des joueurs comme effectivement, Rudiger, Alaba, bon Alaba a Ouais. jamais beaucoup joué, mais Ouais. même Dani Carvajal, c'est des joueurs qui auraient dû prendre le lead au sein du Ouais. vestiaire et qui auraient dû, vraiment, bah, finalement aider même dès le début de saison Xabi Alonso à se faire respecter. Et c'est des joueurs qui, bah, finalement se sont mis en retrait parce que, voilà, le contexte fait que eux aussi ont moins joué pour, certaines blessures, bah, Carvajal notamment. Mmh. Donc bah, ça s'est laissé comme ça et en fait, finalement, la situation a un peu pourri même au sein du vestiaire au fil de la saison et on se retrouve avec, bah, Vinicius capitaine, alors qu'en interne, beaucoup de monde, voudrait le voir partir cet été. Donc c'est ironique, mais c'est hyper représentatif de ce qu'est actuellement C'est le ce Real que Madrid. j'allais dire. Très bon résumé de la saison madrilène que ce Classico. Merci beaucoup Anna. On a parlé d'une équipe en pleine défaillance qui ne verra pas la finale de Ligue des Champions. On va désormais en Angleterre pour parler d'Arsenal, finaliste de la Ligue des Champions et en bonne place désormais pour remporter la Première Ligue. Et allez, on enchaîne avec l'Angleterre et la Cup of Tea de Philippe Auclair. Salut Philippe, est-ce que tu es remis de tes émotions après ce dimanche sous haute tension? Alors, je n'ai pas pris mon pouls ce matin, mais je pense que hier, après-midi, ou en fin d'après-midi, j'étais largement à plus de 100-120, pendant pas mal de temps et j'ai mis un certain temps, c'est vrai, pour en redescendre. Comme beaucoup de gens qui ont regardé ce match, qu'ils soient supporters de West Ham ou d'Arsenal ou simplement qu'ils aiment le drame et les Ouais. matchs à haute tension, ben, on a été servis, hein. C'était absolument incroyable. Alors il y a cette fin de match quand même, parce qu'on va débuter par la fin, on reviendra un petit peu sur la prestation d'Arsenal, mais cette décision du VAR pour une faute sur David Raya qui, de nos yeux français, semble évidente, qui est quand même assez largement partagée par tous les observateurs en Angleterre. J'écoutais Wayne Rooney qui disait qu'il y avait une faute assez claire. Malgré tout, connaissant l'Angleterre, connaissant la Première Ligue, connaissant les buts qu'a pu marquer Arsenal cette saison sur corner, parfois en jouant un petit peu avec la limite, bah, il y a eu une longue attente pour savoir si le but de Callum Wilson était accordé à West Ham. Il a finalement été refusé et donc Arsenal s'est imposé 1-0. Arsenal a désormais 5 points d'avance. On est d'accord, la tonalité en Angleterre, c'était la bonne décision, mais malgré tout, c'était peut-être le moment le plus important de l'histoire du VAR en Première Ligue. Moi, je crois qu'on peut le dire, sans le moindre doute. Et le fait que l'arbitre, M. Cavana, ait
et les arbitres responsables du VAR aient mis autant de temps pour parvenir à une décision qui, en effet, je pense pour la plupart des neutres, crevaient les yeux, Ouais. reflète l'importance de la chose, parce que c'est pas seulement, tu sais, c'est pas seulement pour le titre, mais c'est aussi pour la relégation. Parce que tout d'un coup, West Ham se retrouve dans une position extrêmement difficile. Et je dirais que presque que l'enjeu de la relégation était, dans ces circonstances, peut-être encore plus important que l'enjeu Mhm. du titre. Si Arsenal avait fait match nul contre West Ham, on serait maintenant de retour à la case départ, en se disant ouais, peut-être que Manchester City va avoir des problèmes face à Bournemouth, ce que passage est tout à fait possible, parce que Bournemouth tient une forme du tonnerre. Mais là, ils ont mis le temps, ils ont pris cette décision, parce qu'en fait, c'est même pas une faute, c'est deux fautes, parce que tu as Oui. bien évidemment la main sur le bras de David Raya, mais tu as aussi Todibo, Ouais, le tire le sournois, maillot par qui en même derrière. temps tire le maillot du gardien par derrière, et que je sais, en effet, Arsenal pratique ce qu'on appelle des dark arts, les arts de l'obscurité, en première ligue, en particulièrement sur les coups de pied arrêtés, et avec notamment tout ce qui est les blocages Ouais. de joueurs, empêcher les joueurs d'avoir accès au ballon, etc. Mais ils n'ont jamais fait quelque chose de ce type-là. Et c'est quand même assez symptomatique de la façon dont Arsenal, peut-être futur champion, parce que le champion ne le sont pas encore, est perçu en Angleterre. Parce que tu dis, d'un côté, c'est vrai, Wayne Rooney, par exemple, il a dit, bien évidemment, il y a faute. Tu regardes Gary Neville, qui pourtant, on sait, ne porte pas les Gunners dans son cœur. Lui aussi, il dit, il y a faute, ce but devrait être annulé. Mais je regardais un petit peu ailleurs dans les médias britanniques ce matin, et il y a franchement un nombre de gens qui se fixent là-dessus et qui tiennent un discours assez particulier, je dois dire, sur la façon dont cette décision a un impact sur le match et puis sur toute la saison. Alors c'est vrai que l'année prochaine, si Arsenal est champion, quand on essaiera de regarder en arrière et de se dire quels ont été les moments clés de ce titre de champion, dans ce match, il y aura 3 moments clés. Il y aura le but de Léo Trossard, qui n'avait pas marqué en 2026 et qui se réveille sur une passe, sur une combinaison absolument géniale, le passage de Martin Odegaard, qui était sur le banc au départ parce qu'il est physiquement, il n'est pas au top. Il y a l'arrêt incroyable de David Raya dans ce 1 contre 1 où n'importe quel autre gardien aurait paniqué. Lui, pas du tout. Il reste sur ses appuis absolument parfaitement. Et ses réflexes sont d'une telle rapidité qu'il est capable, même si l'attaquant de West Ham, c'est vrai, ne fait pas ce qu'il devrait faire. Mais il est capable de sortir un arrêt exceptionnel. Et puis, bien évidemment, tout le monde parlera de la décision prise à la 95e minute, 90 plus 5e minute de cette rencontre sur le but qui n'en était pas un, le but fantôme de Callum Wilson. Mais bon, je dirais que d'une certaine manière, tu sais, c'est une espèce de résumé parfait de la saison des Gunners. À savoir que tout se fait dans la douleur. J'ai pas souvenir. Autant en Ligue des Champions, le parcours a été limpide, certainement pendant la phase de championnat, et puis même après, même s'il y a des moments, contre l'Atlético, c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est géré de manière parfaitement rationnelle, contrôlée, tout ce que tu voudras. En championnat, ils glissent sur des pots de banane qu'on n'avait pas vus, ils font des performances où le courage, la détermination, l'âpreté ont plus d'importance que la vista, l'imagination et les capacités créatrices. Et donc, du coup, le match, il est à l'image d'Arsenal et de la saison d'Arsenal. C'est une espèce de résumé parfait, à savoir que tu as les trois. Tu as en effet une défense qui tient, avec un gardien. Je continue de maintenir qu'il est exceptionnel et qu'aujourd'hui, s'il y a un meilleur gardien en Europe, je voudrais qu'on me donne son nom parce que ce n'est pas Donnarumma et ce n'est pas Thibaut Courtois. C'est David Raya. Et un gardien exceptionnel, une défense de fer avec encore une fois Gabriel qui est absolument énorme, et puis Declan Rice également dans son rôle de tout en fait, puisqu'il est là pour à la fois couvrir ses arrières, mais également créer le danger face au but adverse. Mais tu as aussi quand même une part d'imagination et de capacité technique, parce que ce que font Rice et Odegaard dans la surface de West Ham, c'est quand même pas n'importe quoi. Et puis, tu as ce côté plus sombre,
Et en effet, comment dire, de la façon dont Arsenal bâtit ses victoires et son succès. Je dis pas encore son titre, on en parlait quand on n'était pas Ouais. encore à l'antenne, mais je te dis, moi, tant que je verrai pas la peau de l'ours sur la table, je ne dirai rien, parce que on a eu tellement de mauvaises surprises ou de surprises cette saison déjà. Il est possible, au passage, il est possible que eh bien Manchester City, son match en retard contre Crystal Palace, qui se prenne les pieds dans le tapis, c'est tout à fait possible. Ça leur est arrivé cette saison, contre Forest par exemple. Tu Mhm. sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux Ouais. te retrouver à 10 contre 11 à partir de la 6e minute. Et à ce moment-là, même si tu joues contre Burnley, tu vois, à domicile, bah, tu auras des problèmes. Donc, c'est pas encore fait. Mais c'est le match symbole, je dirais, de la saison des Gunners. J'aimerais bien qu'on évoque, tu as évoqué les trois moments symboliques un petit peu de ce match. J'aimerais en mettre un quatrième. Vas-y. C'est Mikel Arteta qui se dédie finalement. C'est-à-dire que au moment où il y a Ben White qui se blesse en première période, il décide de mettre Rice arrière droit et de faire rentrer Zubimendi. Et puis en fin de match, il se rend compte que ça va pas, ça va plus, qu'il a besoin d'avoir Rice dans le cœur du réacteur. Et donc il sort Zubimendi pour réaxer Rice. Il fait rentrer Odegaard, tu l'as dit, qui fait une entrée en tout cas décisive. J'aimerais juste parler un petit peu de Arteta en tant que tel sur son évolution, parce que pour un manager, se dédire comme ça, si ça n'avait pas marché, on aurait dit il a paniqué, il a fait n'importe quoi. Là, il a eu le courage, entre guillemets, de revenir sur sa décision. Est-ce que premièrement, c'est salué en Angleterre? Et est-ce que ça témoigne aussi de son évolution personnelle depuis toutes ces années à Arsenal, où c'est un peu du test and learn, et à un moment, on arrive à un entraîneur qui est lucide quant à ses limites et ses mauvais choix parfois? Alors, c'est une très, très, très bonne question. Sur le moment, tout le monde se dit qu'il a pété un fusible. Tout le monde. Parce que, et d'ailleurs, au moment où Ben White doit sortir, personne ne sait très bien, et qu'on voit Zubimendi qui rentre, on se demande, mais comment ils vont se placer? Puis on se dit, oh, mais c'est pas possible. Et on se pose des questions. Est-ce que c'est Miles Lewis-Kelly qui a quand même été arrière latéral pendant la première partie de sa très, très jeune carrière? Est-ce qu'il va passer à droite? Mais il n'a jamais joué à droite. Et on voit tout d'un coup Declan Rice qui a joué dans cette position, un petit peu comme Dominique Szoboszlai a joué arrière droit pour Liverpool. Tu vois, c'est un peu le même genre de truc. Mais évidemment, quand tu fais ça et que tu mets Zubimendi, qui est complètement cramé au passage, tu vois, parce que tu as un petit problème pour l'Espagne au passage pour la Coupe du Monde, mais ça on en reparlera plus tard. Et tout d'un coup, tu cèdes le milieu de terrain à West Ham, et West Ham qui n'avait absolument pas existé jusqu'à la blessure de Ben White, tout d'un coup revient dans le match et pose de sérieux problèmes aux Gunners. Et en effet, quand il a parlé aux confrères de Sky après la rencontre, au passage tard dans la nuit, ou dans la soirée, ce qui fait que ces déclarations n'ont pas nécessairement eu l'écho qu'elles auraient dû avoir. Mais il a indiqué qu'il y avait un problème physique avec Calafiori et qu'à cause de ça, il avait dû procéder à un changement. D'accord. C'est ce qu'il dit. Personnellement, je vais te dire une chose, j'en suis pas convaincu. Je crois que comme tout le monde, il s'est rendu compte qu'il y avait eu un gros problème et qu'il a eu, en effet, tu as utilisé le mot courage avec guillemets, moi je retire les guillemets, parce que être capable, quand tu es le nez comme ça dans un match, de prendre un petit peu de recul et de te rendre compte que, zut alors, je viens de faire une grosse bévue, il faut que je la corrige le plus vite possible. Il la corrige, et il revient à... il fait en seconde période ce qu'il aurait dû faire lorsque Ben White s'est blessé. Et donc, on a Christian Mosquera qui entre sur le terrain. Ouais. Et tout d'un coup, tout va un petit peu mieux. Lewis Kelly qui retrouve le côté gauche, Zubimendi et Rice qui se retrouvent au milieu de terrain. Donc, c'est quand même plus équilibré. Mais, en l'occurrence, je pense qu'il s'agissait d'un choix sur le moment tactique qui n'a pas fonctionné. Il s'en est rendu compte et il a eu le cran pour le changer. Alors, si jamais il s'était planté, c'est vrai que tout le monde dirait non, c'est terrible, regardez, Arteta, c'est pas un coach, il ne sait pas coacher, comme on dit en français. Parce que coacher, ça n'a pas du tout le même sens en anglais. C'est vrai. Mais ce qu'on a vu, c'est qu'il sait coacher et qu'il sait avoir aussi le courage de ses opinions et qu'il a trouvé la bonne solution en définitive. Alors, quand je dis la bonne solution,
vu tout ce qu'on a vécu en seconde période, je me demande de quelle solution on veut parler ou de quelle solution, quel problème, parce que c'était le chaos total. Donc, mais ça prouve en effet, tu vois, je pense qu'il a évolué dans sa façon d'approcher les matchs, parce que je ne suis pas certain que le Mikel Arteta d'il y a 2 saisons aurait procédé au même changement. Je ne suis pas certain Ok. du tout, parce qu'il y a un côté têtu chez lui, Ouais. et qu'il aurait peut-être eu la tentation de vouloir prouver au reste du monde que le choix qu'il avait fait, tout compte fait, c'était le bon, alors que ce ne l'était pas. Dernière petite question, et c'est assez symptomatique. Ça fait plusieurs minutes qu'on est ensemble. On n'a parlé que de Première Ligue. On a oublié presque de rappeler que Arsenal est finaliste depuis cette semaine de la Ligue des Champions, qu'ils affronteront Oui, c'est le vrai. Paris Saint-Germain. Tu as répondu à Martin Mosnier sur Eurosport.fr quant à la priorité entre guillemets des Gunners, c'est que finalement pour beaucoup, Ouais. le plus important, ça va être de gagner cette Première Ligue plutôt que cette Ligue des Champions. Moi, je vais aller plus loin et je vais te Oui. poser une question parce que c'est une thèse que je défends un petit peu. Si Arsenal gagne la Première Ligue, est-ce que ce sera une équipe transfigurée pour la finale de Ligue des Champions? On voit les matchs actuellement d'Arsenal, c'est un petit peu... c'est du dur au mal, quoi. Voilà, c'est dans la douleur, c'est arraché C'est avec dur les au dents, mal, oui. etc. Si d'aventure la malédiction est brisée, si Arsenal remporte cette Première Ligue 2025-2026, est-ce que, comme par magie, on va retrouver l'équipe qui était vraiment très très impressionnante lors de l'automne? Je ne pense pas. Par D'accord. contre, elle a changé, et aussi tellement de choses vont dépendre de l'état physique des troupes. Mm. Et on sait que c'est un match dans lequel le PSG va se présenter beaucoup, beaucoup, beaucoup plus frais qu'Arsenal. Tu fais la comparaison des minutes jouées par les joueurs clés du PSG, et tu fais la même chose pour Arsenal, tu te rends compte que les joueurs d'Arsenal ont joué quasiment 2 fois plus. Je n'exagère pas au passage, Non, hein. non. Ouais. Je pense par exemple à Dembélé, et Marquinhos. Mm. Tu compares à Gyökeres et Gabriel, tu vas voir, c'est du simple au double. Dembélé et Donc Marquinhos je ont pense plus pas. de titularisation en Ligue des Champions qu'en Ligue 1 cette saison. C'est pour vous dire. Ouais. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Et donc, si tu veux, en plus de ça, bon, la Ligue 1, je ne me veux pas d'excuses, c'est peut-être pas tout à fait aussi compétitif que la Mhm. Première Ligue, au niveau de l'intensité physique, hein, je ne parle pas peut-être techniquement aussi, Ouais, ouais. mais surtout de l'intensité physique. Donc, je ne pense pas que tu vas revoir l'Arsenal qui nous a parfois vraiment séduit du début de saison, le premier tiers de saison, quand les troupes étaient vraiment fraîches. Je ne pense pas que tu vas voir ça. Par Ok. contre, tu vas voir une équipe qui, lorsqu'elle voit un mur, se dit on va lui rentrer dedans. Et ça, ils l'ont déjà. Et s'ils ont le titre, alors voilà, le soulagement. De toute façon, ils sont complètement outsiders pour cette finale. C'est Ouais. d'une certaine manière pour ça que je dirais presque que ça n'a pas vraiment énormément d'importance. Arriver en finale après le parcours qu'ils ont eu en Ligue des Champions, c'est totalement admirable ce qu'ils ont fait. Invaincus, ils arrivent en finale de Ligue des Champions. Mais attends, c'est dingo. Et il y a pas du tout cette obsession de la Ligue des Champions qu'il pourrait y avoir dans d'autres clubs. Là, on est complètement obsédé par le titre de champion. Et ce titre de champion, s'il arrive, en effet, sera une libération énorme pour les Gunners. Alors, Martin Odegaard sera de retour, ça fait une grosse différence. Ouais. Kai Havertz sera peut-être de retour pour de bon, ça fera une grosse différence. Il y a peut-être en effet des choses qui vont changer en plus au niveau des joueurs auxquels Mikel Arteta peut faire appel. Mais oui, ça serait une équipe transfigurée, absolument. Ok. Ça ne fait pour moi absolument pas le moindre doute. Même si ce n'est pas dans le style de jeu, expansivité, tout ça, ça sera dans tous les autres compartiments. Et gare à ceux, enfin, oui, à ceux qui sous-estimeraient cette équipe d'Arsenal qui va arriver, que je le répète, éreintée en finale de Ligue des Champions, ne les sous-estimez pas. Tout dans cette équipe, c'est, comme tu le dis, ils sont durs au mal, ce sont des Ouais. masochistes. Et c'est hallucinant. J'ai jamais vu des masochistes pareils. Mais ça leur réussit. Eh ben on va rester là-dessus. Merci beaucoup Philippe. Le dénouement de la Première Ligue, c'est toujours sur Eurosport.fr. Il y aura notamment mercredi ce Manchester City Crystal Palace qui peut valoir cher puisque City est à 5 points d'Arsenal mais avec un match en moins. Donc rendez-vous mercredi soir. Et puis Philippe, on se donne probablement rendez-vous toutes les semaines d'ici le 30 mai, hein, j'ai l'impression. Autant pour Je débriefer pense. cette Première Ligue passionnante, mais aussi pour parler Ligue des Champions. On a parlé d'Arsenal, finaliste de la Ligue des Champions. On va passer en France et on va parler du Paris Saint-Germain, l'autre finaliste de cette série.
Et le débrief de la Ligue 1, donc avec Elton Mokolo. Salut Elton, comment ça va? Pas trop fatigué après ce multiplex du dimanche soir et cet enchaînement du lundi matin? Bonjour Cyril, bonjour à tous. Alors, pas trop fatigué, non, ça va. C'était un Mais multiplex tranquille. ça a été un multiplex tranquille et j'ose espérer que ça va être beaucoup mieux sur la dernière journée où là, il sera question de jouer la place définitive pour la Ligue 1 2025-2026. On a quand même eu des informations, plusieurs informations même. On va démarrer peut-être par le haut du tableau, si tu veux bien, et cette mini-bascule, en tout cas ce changement de position entre Lille, qui passe 3e à la faveur de sa victoire à Monaco, et cette défaite lyonnaise à Toulouse, qui met un petit peu les Gaunes dans l'embarras. On a l'impression que Lille va finir plus fort cette saison, surtout que Lyon va affronter Lens à la dernière journée. Cyril, imagine que le 14 février, jour de la Saint-Valentin, Lille avait 11 points de retard sur le podium. 11 points de retard, ça met en relief la remontada lilloise, ça met en avant l'abnégation du groupe de Bruno Genesio, qui depuis est sur un trimestre de grande qualité, magnifié par le fait qu'ils ont battu des concurrents directs. Il y a eu cette victoire contre Rennes, il y a eu cette victoire à chaque fois sur la pelouse de Monaco, à l'extérieur. Ça a été un match qu'on pouvait annoncer compliqué pour Lille, après avoir eu ce match nul contre Le Havre. Et là, le LOSC a obtenu une victoire précieuse. Reste à valider le dernier match. Et attention, je dis ça, d'autant plus que Lille est coutumé du fait, c'est-à-dire que 2023, 2024, 2025, Lille nous a habitués à faire un dernier match qui pouvait être coton. Et donc là, si Lille, encore une fois, n'arrive pas à valider cette troisième place, comme l'a dit Thomas Meunier en zone mixte, ce serait une faute professionnelle. On fait quand même confiance aux hommes de Bruno Genesio pour valider cette troisième place qui serait le meilleur classement depuis le titre en 2021. C'est quand même ironique et c'est pour ça que le football est imprévisible. Après avoir perdu notamment Jonathan David, Zegrova, Diakité, Lucas Chevalier, Lenny Yoro, et Lille serait en position d'obtenir son premier podium. Tu parlais de faute professionnelle. Est-ce qu'on peut qualifier la défaite lyonnaise à Toulouse de cette manière-là? Ils avaient quand même fait le plus dur en battant Rennes. Il manquait une victoire pour quasiment s'assurer le podium. Et puis patatras, on a vu une équipe qu'on n'a pas reconnue finalement. Non et non. Parce qu'on disait oui, Toulouse, la fin de saison, ils n'ont plus rien à jouer depuis la Coupe de France. Il n'empêche que sur le sprint final, Monaco a fait match nul là-bas et l'Olympique Lyonnais a perdu. L'Olympique Lyonnais qui fait un 0/6 face à la formation toulousaine. On le sait, Toulouse, c'est l'équateur de la Ligue 1, 10e du championnat, plus 1 de différence. C'est une équipe qui est très régulière et on savait que c'était un match de 33e journée où il pouvait se passer n'importe quoi. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour l'Olympique Lyonnais qui n'a pas réussi à décrocher cette victoire. Pire, il y a cette défaite qui fait redescendre d'une place, potentiellement barragiste. Et il reste à valider une place pour ce tour préliminaire de Ligue des Champions face à Lens, 2e du championnat officiellement, ou plutôt officieusement, si on veut rester notamment sur la forme. Mais pour l'Olympique Lyonnais, moi, je suis absolument pas surpris parce que c'était un match où il aurait pu se passer des choses. Et effectivement, quand bien même Corentin Tolisso a égalisé, Lyon a fini par perdre. Un petit mot, on va parler évidemment du match qui nous attend mercredi entre le Paris Saint-Germain et Lens, qui devrait sacrer le Paris Saint-Germain, on verra, mais un petit mot du bas de tableau entre Auxerre et Nice. La peur a changé de camp, la victoire auxerroise qui les relance complètement et Nice désormais barragiste. Projet niçois quand même, ça devient très très inquiétant là. Le projet niçois qui avait démarré cette saison en Ligue des Champions et qui pourrait se terminer en Ligue 2. Il s'est passé tellement de choses du côté de Nice qui, on le rappelle, sera en finale de Coupe de France contre Lens. Et attention, jurisprudence Reims 2025, où il y aurait potentiellement une finale de Coupe de France au milieu de barrage. Mais pour autant, Nice a encore la possibilité de sortir de cette place de barragiste parce qu'ils reçoivent Metz, tandis qu'Auxerre va à Lille. Lille qui doit certifier sa 3e place. Et on pourrait même rajouter Le Havre qui a seulement 1 point d'avance. Le Havre qui pourrait se déplacer, qui va se déplacer du côté de Lorient. Pour revenir sur la rencontre, on aurait pu penser que Nice avait fait le plus dur avec cette ouverture du score de Sofiane Diop. Mais ils ont été rattrapés par les failles défensives avec cette égalisation de Sékou Mara qui met 3 buts sur la dernière semaine qui sont très importants pour Auxerre. Et enfin, l'homme
pour moi, l'un des hommes forts de cette saison, si ce n'est l'homme fort de cette saison auxerroise, d'autant plus qu'il devait partir, d'autant plus qu'il devait partir à Lens l'été dernier, qu'il est en fin de contrat. C'est Sinayoko qui met un but important. Ce n'est pas fini pour Auxerre qui doit tenter, je ne dirais pas de créer l'exploit à Lille, mais de faire une grande performance pour s'assurer d'être en Ligue 1 la saison prochaine. On va se projeter un petit peu parce que Luis Enrique l'a dit hier après la victoire parisienne contre Le Havre, but magnifique d'ailleurs de Désiré Doué. Paris est champion à 99,9%. Ce match face à Lens, on en a suffisamment parlé à l'époque de ce report qui finalement n'a pas le même prestige et le même sel qu'il aurait pu avoir quelques semaines en amont. Comment tu vois la fin de saison des Parisiens, tout simplement, Elton? Parce que il va y avoir finalement ce match face à Lens, la dernière journée, et puis une longue coupure. Paris ne disputera pas la finale de Coupe de France. Je crois qu'il y a 13 jours entre la fin du championnat et la finale de Ligue des Champions. Est-ce que, quand on vient de parler avec Philippe, qui nous disait que l'aspect physique allait être très important pour Arsenal, qui va cravacher jusqu'au bout, est-ce qu'à l'inverse, c'est un vrai avantage pour Paris dans l'optique de cette finale de Ligue des Champions de Oui, pas ça jouer? peut être un avantage très clairement parce qu'il y a un cas précédent, c'est la finale de l'an dernier. On avait un Paris Saint-Germain qui avait certes joué une finale de Coupe de France contre Reims une semaine avant, mais les dispositions physiques et mentales n'était pas comparable à l'Inter qui jouait justement le titre, le Scudetto contre Naples, et l'Inter avait perdu. Très clairement, ça pourra avoir un avantage physique parce que le PSG est assuré d'avoir son 14e titre de champion de France pour moi et son 5e titre consécutif, une première dans l'histoire de QSI. Et Luis Enrique l'a évoqué en conférence de presse. On a déjà basculé dans l'opération Budapest. L'opération Budapest où là, il va falloir faire attention à la charge des minutes. On sait qu'on est arrivé sur la fin de saison. On sait que les Parisiens, au sortir de cette qualification à Munich, il y a eu des petits bobos qui ont occasionné une rotation. Par exemple, un Pacho n'était pas là. On a eu également... j'ai oublié un autre joueur qui n'était pas là. Safonov était sur le banc, bien évidemment. Tout ça pour expliquer que du côté du PSG, à l'instar de ce que fait le staff de Luis Enrique, il va y avoir une préparation millimétrée. De manière à avoir quoi? De manière à avoir une montée en puissance vers ce qui va être le match le plus important de la saison pour l'actuel, le champion d'Europe. En titre et peut-être le prochain. Tu connais ton Luis Enrique sur le bout des doigts. PSG lance titre acquis à 99,9%, ça vient de sa bouche. Est-ce qu'il y a un monde où mercredi, Luis Enrique il met tout le monde au frigo et on fait jouer une équipe de rotation? Est-ce que Paris, jusqu'à la fin de saison, va faire jouer une équipe B? Je n'en suis pas persuadé parce qu'il ne faut pas non plus avoir une coupure trop brutale parce que entre la demi-finale contre le Bayern et la finale contre Arsenal, il y aura 24 jours. Il y a 24 jours qui séparent les deux affiches. Donc c'est pour ça que les joueurs doivent quand même avoir des minutes. C'est pour ça qu'on a par exemple vu Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia et Désiré Doué, le buteur, qui sont rentrés en cours de rencontre. Je pense qu'on va davantage s'intéresser à la qualité des minutes plutôt qu'à la quantité du côté du PSG et d'avoir une balance où les joueurs importants ont quand même des minutes. Ce sera impossible de penser qu'aujourd'hui, entre Munich et Arsenal, tous les joueurs parisiens titulaires, du moins, seraient au frigo. Il y a quand même un équilibre à avoir. On en a parlé un petit peu avec Philippe qui disait le PSG est quand même nettement favori. C'est quoi ta lecture de cette finale-là à l'instant T, donc au 11 mai? Paris nettement favori, et est-ce qu'il y a un monde où Arsenal, très fort défensivement, arrive à empêcher cette équipe parisienne de marquer des buts? Ils en ont quand même mis 5 au Bayern. C'est un rouleau compresseur, le Paris Saint-Germain, quand il s'y met. Évidemment, oui, parce qu'on parle de l'équipe d'Arsenal qui a été la plus régulière en ce qui concerne la Ligue des Champions. Je rappelle, 16 matchs, toujours pas de défaite. C'est une équipe qui a encaissé 6 buts dans la compétition, ce qui est un total famélique et qui met en avant la force défensive d'Arsenal. Donc oui, Arsenal a des arguments à faire valoir, mais là on arrive sur le main event, sur l'Everest footballistique que représente le PSG, avec son talent différentiel. Et quand je parle de talent différentiel, je ne parle pas seulement de l'attaque,
évidemment emmené par Ousmane Dembélé le Ballon d'Or, Kvaratskhelia, Désiré Doué, mais le talent différentiel qui peut arriver du milieu de terrain avec un Vitinha, avec un João Neves, et les latéraux par exemple, avec un Achraf Hakimi ou un Nuno Mendes. Ça va être un défi d'une autre envergure pour Arsenal, sur cette capacité à pouvoir tarir ces différentes sources pour le PSG, cette capacité à être imprévisible pour l'adversaire. Arsenal est bien placé pour savoir. L'année dernière, ils avaient été battus en demi-finale. Je pense que Mikel Arteta, bon, même si la saison est différente, je pense qu'il va avoir des informations à récolter pour justement s'approcher du titre. Mais toujours est-il que pour moi, c'est du 55-45 en faveur du PSG. Dernière petite question. Trophée UNFP ce lundi soir. Qui tu mettrais meilleur joueur? Pas, voilà, si tu avais eu le droit de vote, puisqu'on rappelle que c'est les joueurs et les entraîneurs qui votent, tu aurais choisi qui? C'est très particulier parce que on l'a déjà évoqué. Moi, j'aurais mis par exemple un Sangaré pour récompenser sa saison. Il est d'ailleurs le joueur le plus régulier dans le quotidien de l'équipe. J'aurais mis Sangaré. Et là, parmi les votants, je vais faire attention notamment sur le nombre de matchs joués. Bien sûr. Je vais quand même aller sur un Parisien et je vais aller. Je pense que ce sera Ousmane Dembélé ce soir. Ah, okay. Mais tu penses, ok. Je pense. Okay. Je pense. Mais toi, tu aurais voté? Je mettrais quand même Vitinha. Ok, très bien. Bon. À titre personnel, j'aurais mis Thauvin. Mais voilà, les goûts et les couleurs. Merci beaucoup, Elton. Rendez-vous ce soir sur eurosport.fr, ce lundi, pour le résultat des trophées UNFP. Abonnez-vous aussi à nos comptes sur les réseaux sociaux, parce qu'on aura un social reporter là-bas, en la personne de Yanis Abachou, donc le tapis rouge, toutes ces choses-là. On aime bien suivre ça. On va quitter la Ligue 1 désormais, et on va rejoindre l'Italie avec Guillaume Pacini. Et allez, on termine ce tour d'Europe par l'Italie. D'habitude, c'est un Guillaume Pacini tout sourire qui nous amène un petit peu de soleil dans les fins d'émission. Là, c'est humeur grisâtre en ce moment en Italie, notamment autour de l'AC Milan, Guillaume. Et rentrons dans le vif du sujet, puisque c'était le gros match de dimanche soir. Et il y a eu une soirée presque surréaliste à San Siro. Cette défaite de l'AC Milan 3-2 face à l'Atalanta, dit comme ça, bon, ça peut arriver, mais les Rossoneri étaient menés 3-0 pendant la première période. San Siro s'est en partie vidé. Et surtout, on a l'impression qu'en un clignement d'yeux, l'AC Milan a perdu tout son matelas, qui faisait d'elle une équipe quasiment assurée de disputer la Ligue des Champions. Désormais, ils sont 4e, les Rossoneri. 5 défaites sur les 8 derniers matchs. Et l'impression que quand même, la Ligue des Champions s'éloigne. Qui est totalement dingue, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout en Italie. C'est une équipe qui a même lutté pour le titre. Il faut rappeler que le Milan de Max Allegri n'avait qu'une compétition cette saison, parce qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Ouais. Donc, ils ont lutté un peu avec l'Inter. Et c'est vrai que depuis 2 mois, depuis que le titre, on va dire, s'est envolé concrètement, depuis le match à Rome contre la Lazio, c'est une équipe, tu l'as dit, en perdition totale. Et c'est surtout une équipe qui ne réagit pas. C'est le Titanic qui coule, c'est vraiment terrible pour ce club-là qui avait fixé la Ligue des Champions comme objectif, mais qui 2 mois est vraiment en mort cérébrale. Tu as une équipe qui, pendant la phase d'aller, est parvenue à faire 42 points avec 2,21 points par match en moyenne. La phase retour, c'est 25 points, 1,47 points par match. C'est une équipe qui, lors des 8 derniers matchs, a pris 7 points. Il n'y a que 3 équipes en Italie qui font pire. Et le plus inquiétant, au-delà de l'ambiance, on va en parler, des supporters qui s'en vont pendant le match, c'est vraiment surtout l'impression d'une équipe qui ne réagit pas, qui ne joue plus au football. C'est vraiment une équipe, Cyril. Alors, je sais qu'en Ligue, hier, il y avait le gros multiplex de la Ligue 1, donc je ne demande pas si c'était devant le Milan-Atalanta de dimanche soir, mais c'est vraiment une équipe qui ne joue plus au football. C'est une équipe qui n'y arrive plus, c'est une équipe qui ne marque plus. Alors oui, il y a eu 2 buts hier en fin de match sur le 3-0, mais c'est vraiment une équipe. Alors, est-ce que Max Allegri est bouilli ou non? C'est l'une des questions qui dérivent de ce moment de la saison du Milan. Mais c'est vrai qu'on ne reconnaît plus l'équipe qu'on avait vue en première partie de saison, qui n'était pas flamboyante, qui n'était pas très belle, mais qui au moins avait une solidité, une identité, et qui, voilà, d'une manière ou d'une autre, prenait les points et prenait les résultats. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus rien. Et voilà, comme je te le disais, c'est vraiment une équipe qui ne joue plus du tout au football. C'est d'autant plus surprenant, Guillaume, qu'on en a parlé sur eurosport.fr et aussi dans cette émission. Y a des joueurs dans cette équipe qui ont quand même de la bouteille. Adrien Rabiot, Luka Modric. Comment ça se fait que cette équipe
s'écroule comme ça, alors que normalement, il doit y avoir des grognards pour secouer le cocotier et dire les gars, là, par contre, ça va pas le faire. Alors Modric s'est blessé en plus, donc ça n'a Ok. pas aidé depuis 2 matchs maintenant. Donc forcément, Modric, c'était un peu la boussole de ce Milan-là. À 41 ans, Cyril, c'est pour te dire à quel point aussi le club était dans une situation assez compliquée. Et c'est vrai que même Rabiot aujourd'hui, on l'a longtemps censé dans le Tour d'Europe. On a beaucoup parlé sur Eurosport.fr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, même Rabiot, il est dans le dur, mais parce que c'est une équipe qui, à travers le jeu, n'y arrive même plus. C'est-à-dire qu'elle ne trouve même plus les solutions technico-tactique. Et si tu vas même dans le vestiaire aujourd'hui, bah, tu as un vestiaire en déliquescence, tu as une situation qui est surréaliste, qui n'aide pas aussi les joueurs. Parce que hier, sur le 3-0, tu as toute la Curva Sud qui s'en va à la 50e minute, tu as le stade qui est désert. Forcément, les joueurs sont aussi un peu perdus. Et même les vieux roublards, voilà, sans Modric, avec un Rabiot un peu moins bien, Mac-Maignan hier, il fait quand même une boulette sur le troisième but. Donc c'est vrai que même les grosses individualités, elles finissent aussi en perdition dans ce jeu-là, dans cette équipe-là. Et vraiment, on est vraiment sur un moment très compliqué pour la Milan. Il reste 2 matchs. Pour l'instant, ils ont leur dessin entre les mains parce que si Milan gagne ces 2 matchs, ils vont en Ligue des Champions parce qu'ils ont l'avantage des confrontations directes avec l'AS Rome, qui a aussi 67 points. Mais aujourd'hui, vraiment, on ne voit pas comment Milan pourrait faire 6 points entre le match contre le Genoa et le match contre Cagliari. C'est dire à quel point la situation est dramatique pour ce club. Raconte-nous un petit peu l'ambiance, parce que tu nous as parlé effectivement de la Curva qui se vide au moment du 3-0. On a vu aussi des gens interdits d'afficher le nom de Paolo Maldini, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi il y a autant de colère alors que la saison dernière de l'AC Milan était déjà pénible? Il y avait une idée de redressement et malgré tout, ok, il y a une mauvaise série, mais l'AC Milan n'est pas 11e de Serie A, quoi. Pourquoi il y a autant de colère encore qui s'exprime de la part des supporters? Tu sais, Cyril Berlusconi, à l'époque, quand il était président du Milan, il avait dit un jour, quand le club commençait à aller un peu moins bien, il avait dit, mais vous savez, les tifosi du Milan, ils ont été habitués à manger du caviar pendant des années, avec les champions, avec les championnats. Et depuis que c'est un peu plus compliqué, ils mangent de la mozzarella. Là, ça fait 4 ans que les tifosi du Milan, ils mangent des pizzas ananas, ils mangent de la carbonara avec de la crème fraîche. Voilà, on est vraiment dans une situation comme ça, parce que depuis 4 ans, depuis le fameux Scudetto, où vraiment le club s'était redressé, il y avait une stabilité. Paolo Maldini était là. Et c'est vrai que ça fait 4 ans que le fonds américain Redbird est là. C'est le même fonds américain qui a d'ailleurs Toulouse en Ligue 1. C'est Giorgio Furlani, l'administrateur délégué, qui a pris un peu le pouvoir là-dedans. Et c'est vrai que ce modèle américain ne marche pas du tout. Paolo Maldini, pourquoi il a interdit de. On va dire pourquoi les gens ne peuvent pas afficher leur maillot. C'est parce qu'en fait, Paolo Maldini avait été viré en 2023 par Jerry Calina, le propriétaire, et Giorgio Furlani, l'administrateur délégué, ce qui n'a pas été digéré par les supporters, forcément, quand on touche une légende comme Paolo Maldini. Et sur les 3 dernières années, Cyril, les fins de saison ont toujours terminé pareil. C'est toujours avec des contestations, un stade vide, des gens qui n'en peuvent plus. Et en plus, tu as l'Inter en face, Cyril, qui a fait 2 finales des Champions en 4 ans, qui a gagné le Scudetto cette saison, qui a gagné son 20e titre, le Scudetto de l'Étoile, dans le derby, il y a 2 saisons maintenant. Donc, quand en plus ton rival, ton ennemi juré à côté gagne, ça amplifie ton moment désastreux. Et c'est vrai que ça fait 4 ans, depuis que Redbird est là, que ce club ne va plus. Et c'est pour ça aussi que les supporters en ont marre, qu'ils désertent le stade, qu'il y a des chants de contestation. Il y a une pétition qui a été faite par les supporters qui a recueilli quand même 45 000 signatures pour le départ de Giorgio Furlani. Zlatan, Cyril, on en a souvent parlé. Il est là, mais aujourd'hui, il fait plus un rôle de figurant. Iglita, l'éducateur sportif, il s'est trouvé aussi sur le mercato. Max Allegri, Cyril, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais moi, je dois avouer que je pense m'être trompé parce que je l'imaginais quand même cette remise un peu plus à la page. Et quand je le vois aujourd'hui, je ne veux pas être méchant, mais j'ai quand même l'impression, quand je vois le PSG, quand je vois Luis Enrique, quand je vois d'autres clubs pour le foot moderne, j'ai peur que Max Allegri soit bouilli. Parce que, voilà, on peut parler du mercato, on peut parler des dirigeants, on peut parler des problèmes structurels du club, des manques de cette équipe. Mais Max Allegri, aujourd'hui, il n'a plus du tout l'équipe en main. Et c'est vraiment une des pires équipes à voir
en Serie A et en Europe. C'est une équipe qui ne presse pas, c'est une équipe qui n'a plus d'identité. Et un entraîneur comme Max Allegri qui n'arrive même pas caractériellement, avec son rôle de manager, à sortir, au moins sur ses derniers matchs, un semblant de caractère, ce qui était son point fort quand même à Max Allegri. On sait bien que c'est un entraîneur qui propose un jeu flamboyant. Si même ça, Max Allegri n'y arrive plus, c'est qu'il y a un vrai problème de fond. Donc, on s'attend encore une fois à une révolution l'été prochain, parce que s'il n'y a pas Ligue des Champions, Rabiot pourrait partir, Modric, qui voulait rester, pourrait ne pas rester, Max Allegri, on imagine déjà qu'il pourrait rejoindre la sélection italienne, Iglitare, le directeur sportif, pourrait partir aussi. Donc voilà, il y a un manque de stabilité et c'est vraiment un club, Cyril, qui ressemble au Titanic. C'est un club qui, chaque année, coule un peu plus et on a du mal vraiment à avoir le bout du tunnel pour l'AC Milan, alors que l'Inter, de son côté, prépare la grande fête pour le titre ce week-end. Donc, c'est vraiment assez compliqué pour le club lombard. Bon, 2 matchs pour l'AC Milan, le Genoa et Cagliari. Dès dimanche 15h, on devrait avoir un élément de réponse quant à la fin de saison de l'AC Milan. Merci beaucoup, mon cher Guillaume, pour ta présence et pour ton expertise. On le sait, entre nous, Guillaume, je suis sûr que tu as déjà mangé des carbonara avec de la crème, mais c'est pas le débat. Écoute, Cyril, mon silence en dira long. Je n'ai déjà mangé, mais j'étais déçu. Sache-le. Voilà, très bien. Merci de ton honnêteté, mon cher Guillaume. Merci pour votre fidélité à Tour d'Europe. Petit rappel important, jeudi, live du FC Stream Team à partir de 19h, 19h30 pour l'annonce de la liste de Didier Deschamps. Il y a quelques noms qu'on a évoqués, Mike Maignan, Adrien Rabiot, qui devraient en faire partie. Christopher Nkunku, lui, buteur hier, devrait être absent. Et puis, évidemment, d'ici là, il y aura le 30 mai, la finale de Ligue des Champions, FC Stream Team débrief en direct. Et vous le savez, parce qu'on commence à préparer les esprits, à partir du 11 juin, le FC Stream Team en quotidien à 20h en live sur YouTube. Donc abonnez-vous à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos et de toutes ces émissions. Merci pour votre fidélité. On se dit à lundi prochain et d'ici là, suivez le football européen.